Airbag, c'est vraiment un guide très complet avec beaucoup plus de stratégie que celui de Mundus Bellicus, mais qui vous demande quand même un peu plus d'efforts à réaliser. On a 10 ans de Age des Empires, on va dire ça. C'est ça. Je pourrais dire que j'ai 10 ans d'Age of Empire aussi, mais le problème c'est que j'ai arrêté pendant à peu près 8 ans d'y jouer, quoi. Un peu le truc. Alors, Diaruga vous demande qu'est-ce que vous voulez qu'il joue comme civilisation. Alors on va attendre une minute que je charge la carte. Ah voilà, donc ça va être sur Pampa Sira. Alors c'est dommage, on va pas avoir de carte mère. Hier c'est vrai que c'était épique les deux. Allez, go sur Caraïbes. Je sais pas si vous vous rappelez l'usine sur l'île. L'usine sur l'île. C'était magique. Et après la game où mes colons ont réussi à s'enfuir face à ton attaque à l'aide d'une frégate. Ça aussi c'était impressionnant comme on sauvait 30 colons. Alors on a de l'Aztèque, on a de l'Allemand. Continuez à voter, continuez à voter. C'est marrant parce que là on est en train de dire au public choisissez avec qui Joris va mourir. Attendez, on ne sait pas. Ah mais ça se trouve Joris a gardé sa meilleure faction pour la fin. Voilà, et peut-être qu'il a travaillé une stratégie épique. Ça demande de l'Aztèque, ça demande de l'Allemand. Alors, personne d'autre veut voter, allez-y, parlez. Russe, merci. Russe. Allez, encore 2 ou 3 votes. Oui, alors on attend, donc peut-être qu'on peut rappeler les cives principales. Donc il y a les cives européennes, il y a les cives indiennes. Les Sioux. Sioux, les comment ça s'appelait, les alors là, je ne t'entends plus, hein. Je ne t'entends plus. Je suis en train de vérifier un autre truc. Sioux pour Galapec aussi, il y a 2 roues. Sioux, encore, allemand. Et Michael, tu peux choisir en dernier, sachant qu'il y a 3 Sioux, 2 Allemands et 2 Russes. 3 Sioux, 2 Allemands et 2 Russes. Donc en gros, je peux pas choisir. J'aime pas spécialement les cives allemands. Diaruga a choisi, non, Diaruga a choisi. Diaruga a dit je vais jouer les Russes. Bon, ben très bien, on va prendre pour les Russes. En plus, c'est une civilisation que j'ai jouée hier, que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas qui vote pour moi, mais en fait, on choisit juste la carte actuellement. Voilà. Alors, ce qu'on va faire pour la FFA, donc on va essayer de reprendre un maximum des participants du tournoi pour faire la game, sachant qu'il y aura un commentateur, c'est moi, donc... Alors non, je ne t'entends pas encore, parce qu'en fait, j'ai une machine à laver extrêmement bruyante. Et là, je n'entends même plus ce qui se passe sur l'ordi. Donc voilà. Oui, t'entends, oui. Ah, ok. T'en fais pas. Ouais, on peut continuer à parler et tout donc, ça. ce que je voulais dire, c'était... Oui, donc pour la FFA... La deuxième game de la finale, on va la commencer dans... Pour la FFA, nous allons prendre les anciens participants et nous allons essayer de... Donc, il y aura 7 participants, hein. Le 8e, ce sera moi, ce sera en tant que spectateur. Et si jamais des gens ne peuvent pas venir et qu'il y a des places libres, on prendra des gens au hasard sur le Twitch. Voilà. Bon, alors encore une fois, on ne cherche pas à savoir qui va gagner la game ou pas gagner. Je pense qu'on a presque déjà le résultat d'avance. Néanmoins, on va voir un petit peu comment Joris peut s'en sortir avec l'Allemagne contre la Russie. Donc cette fois, 2 cives européennes. C'est pas un problème de son, c'est ma machine à laver, j'ai dit. Oui. Et c'est bête à dire, mais voilà, ma machine à laver qui fait un bruit, mais un boucan, mais laisse tomber. C'est pour ça que je l'ai prise. Là, je vois qu'il y a plusieurs de mes élèves qui sont venus. Donc, juste pour toi. Encore une fois, voilà. Sur le Twitch. Si tu veux, on refera un contre un truc. Tu leur montres à quel point t'es fort. Non, c'est bon. Surtout que hier, entre nous deux, c'était serré. Hein. T'as perdu la moitié de ton village avant de t'en rendre.
où j'ai gagné en évacuant tout le monde. Oui, t'as gagné en évacuant tout le monde au nord de chez moi, quoi. J'ai rien vu venir, par contre. Je pense que j'étais sûr de la gagner, en plus. Et puis les 5 pétards contre le TC, c'était, je pense, impressionnant. Oui. Mais qu'il envoie des pétards tellement il est en danger, quoi, contre moi. Oui, en même temps, ça permet de retourner la game. C'est une stratégie, il faut savoir tout utiliser. C'est sûr, ça a provoqué beaucoup de remous sur les canaux de discussion. Les élèves qui te disent qu'ils sont là pour avoir des bonnes notes au prochain contrôle parce qu'ils plus un point à tous ceux qui se sont ramenés sur le Twitch. Donc départ russe, allemand, les Allemands, alors les Russes on les a déjà vus, mais les Allemands, quelle est leur spécificité? Alors les Allemands commencent avec un chariot de colons, qui est un super villageois de la mort, qui amasse beaucoup plus vite qu'un colon et même qu'un coureur des bois. Donc c'est vraiment une priorité pour le russe, ça va être d'aller raider ces chariots de colons pour les empêcher. C'est ça, pour les empêcher. Moi qui suis un petit peu un spécialiste russe, donc je vais revenir sur certains points. L'Allemagne a quand même l'avantage sur la Russie parce que l'Allemagne a une très bonne cave, c'est les Uhlans. Et les Russes ont des unités moins chères, mais très faibles. Il faut dire ce qu'il en est. Donc il faut vraiment savoir les gérer, il faut savoir les économiser, il ne faut pas se baser qu'au prix. Il faut avoir une bonne écho derrière pour pouvoir tenir. Le but étant de passer ensuite rapidement à H3 pour prendre l'avantage avec les archers de cavalerie qui correspondent des strélés et surtout des offrisniks qui permettront d'aller raider les pions et aussi raider les... Par contre, s'il fait de l'oprichnik, d'ailleurs, je crois que quand on joue russe contre un allemand, les oprichniks peuvent devenir une priorité pour aller péter les chariots. Oui, très très rapidement. Néanmoins, on va voir peut-être Diaruga va la jouer que H2. Encore une fois, Diaruga est un joueur très très agressif. Donc qui joue sur BO, c'est-à-dire qu'il connaît très très bien ses techniques, qui a toujours des excellents jeux de cartes. Donc il va vraiment, je pense qu'il va... Alors vu qu'il a des excellents jeux de cartes, je vous passe son deck, voilà, pinez-le. Hein. Pinez-le, un deck oui, effectivement très agressif, avec pas mal de Cosaques en début de partie, et de l'économie en âge 1. D'accord. Zoriskan encore qui rabat très bien ses troupeaux, qui a pas mal de... Oui, il a quand même du niveau, hein, faut pas... Voilà, mais bon, quand tu joues contre un... Tout le monde avait du niveau dans ce tournoi. Oui, voilà. C'est pour le fun. Quand tu joues contre un mec de renommée mondiale, bon, voilà. Il a fait un marché des lâches 1. Alors c'est vrai que c'est un petit peu à risque parce que ça prend quand même beaucoup de bois, mais ça permet d'avoir en milieu de game une économie beaucoup plus forte que si on ne fait pas de marché en début de game. Alors moi, il faut savoir que quand je t'ai fait mon rush ottoman, j'ai fait le marché en premier bâtiment. Ça, c'est des choix personnels. Donc on ne demande pas obligatoirement de faire un marché avec plus en début de game, mais ça peut vraiment aider. Sinon, de toute façon, le marché, c'est vraiment obligatoire de faire dès la H2. Parce que moi, par exemple, avec mon rush ottoman, j'ai fait le marché H1. Oui, c'est une très bonne chose. Je pense qu'un très très bon joueur ottoman à l'époque, en 2017, faisait toujours un marché H1. C'est une habitude qu'on devrait prendre. Néanmoins, c'est sûr que face à un rush iroquois, on perd beaucoup de temps avec un marché H1. Donc il faut être sûr que l'autre ne va pas rusher très rapidement, parce qu'on perd quand même un petit peu de bois pour créer des unités, pour créer sa casemate, pour créer des maisons. Donc encore une fois ça dépend de l'adversaire, ça dépend de la carte, et ça dépend aussi de l'agressivité qu'on va avoir face et de la civilisation qu'on va avoir en face. Sur Raz et Empire, quand même, ce qui est très difficile à comprendre, c'est qu'il y a 13 civilisations qui sont pas... qui se jouent toutes différemment. Il y a très peu de similitudes entre chaque civilisation. C'est pas comme... Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait, la différence entre le 2 et le 3. Et en gros... dans Age of 2, les factions sont en fait un peu la même chose. Quand par exemple elles viennent d'Europe, c'est un peu la même chose, mais avec des bonus différents et une seule unité unique. Dans Age of 3, c'est vraiment le gameplay total qui a changé. On a le gameplay pour chaque cible, puis en plus avec un jeu de métropole et de cartes qui fait qu'on a presque une infinité de stratégies sur Resident Evil. C'est vraiment, je pense que dans les deux meilleurs jeux de stratégie temps réel, actuellement c'est StarCraft 2 et Resident Evil 3, il n'y a rien à dire là-dessus. Même si Empire a presque bientôt 10 ans, ça reste quand même la référence actuelle. Oui, Age of Empire 3 est encore en vie, mais je pense que plutôt que ce soit le 2 HD qui est venu sur la... Le 2 HD est plus fun et plus sympathique, il est moins stressant. C'est ça qui est le 3, il faut vraiment être... Je sais pas si tu as vu la dernière mise à jour, la dernière extension, donc African Kingdom de Age of 2 HD,
sort donc les Berbères, les Portugais, les Éthiopiens. J'ai joué pas mal d'ailleurs. Et le truc qui est assez amusant, c'est qu'ils ont rajouté aussi des technologies, comme par exemple la technologie qui permet à l'infanterie de taper plus fort sur les bâtiments. Du coup, on sent quand même que dans Age of 2, ils essaient de remettre le rush beaucoup plus vital en fait que dans les jeux avant. Là, c'est parti, ça commence à faire du cosaque côté russe. Oui, alors là, c'est justement, donc il a pas créé de casemate, on n'en parlait pas. Ah si, il en a créé une aussi. Il en a créé une en plein milieu La du terrain. casemate, elle fait à la fois caserne et à la fois tour. Et là, on voit 5 cosaques qui rushent, ils ont réussi, je crois, à tuer un... Là, il ressort. Non, ils ont tué personne. Colon, et il re-raid. Ah, il veut tuer les chariots de colons, hein, c'est les chariots qu'il veut. Oui, oui. Là, ça sort les Ulan qui ont une cavalerie qui tape très très fort, mais avec très peu de points de vie. Très étonné, c'est du cosaque mousquetaire. C'est rare, d'habitude avec russe, tout le monde nous sort du strélé, qui est vraiment l'unité russe par excellence. Mais là, face à l'allemand, on sait que l'allemand est très bon en cavalerie, donc le mousquetaire étant anti-cavalerie et le cosaque versus une autre cavalerie, ça permet de contrer. Donc juste pour préciser, Diarouga a un score inférieur, néanmoins les Russes ont toujours un score inférieur en début de partie. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. En général, le moment où le Russe obtient le même score que l'adversaire, c'est qu'on peut presque dire que la partie est gagnée pour les Russes. Donc oui, on parlait des jeux de stratégie. League of Legends n'est pas du tout un jeu de stratégie. Donc, enfin si, il y a de la stratégie dedans, mais c'est pas du tout un jeu de stratégie, c'est un MOBA, c'est un jeu de champ de bataille multijoueur. Ça n'a rien à voir au niveau du gameplay. Alors on reparlera peut-être un peu des jeux de stratégie après, là on va vraiment se concentrer parce qu'il y a encore une attaque en direct que je suis. Donc chez Joris, Diarouga raid, et Joris n'a pas rentré, voilà, il rentre ses chariots, il essaye de venir avec un petit peu de cave. Là c'est vraiment 10 mousquetaires et du cosaque. C'est assez étonnant, les Ulan ils résistent très bien au tir. Il y a un avantage en économie avec ça. Donc encore une fois c'est très rapide, mais bon, faut connaître Diarouga, c'est un des meilleurs joueurs actuels de l'Age d'Empire, voire un des meilleurs joueurs qu'on ait pu connaître ces 10 dernières années. Donc il a quand même déjà battu plusieurs fois H2O qui était aux Jeux Olympiques des jeux vidéo, c'est-à-dire les WCG. Vraiment là on a du très très haut level, alors que Joris c'était un joueur de bon niveau mais amateur. Il y a quand même une grosse différence entre Diarouga qui est un professionnel et Galapex n'est pas la peine de répondre à Roy Simper, je pense que c'est un troll. Non, c'est pas Je veux dire, dire que les RTS ressemblent au MOBA, sachant que le MOBA est né dans les RTS. Roy Silver, je le connais très bien, il n'y a pas de souci avec lui. Voilà quoi. C'est un gros joueur de LoL, et d'ailleurs je le remercie d'être venu voir la game aussi. Je pense que n'importe qui est au courant, hein, de toute façon, que les MOBA sont nés dans Warcraft 3. Du coup, continue, hein, une défense plutôt nette, mais un avantage militaire encore très net pour le russe qui va continuer sur du cosaque en construisant de l'écurie. Ce qui est très inquiétant, parce que normalement l'allemand doit avoir un beaucoup largement supérieur au russe à ce stade-là de la game, et là c'est complètement l'inverse, c'est très étonnant. C'est une stratégie qui a vraiment empêché Joris de se développer, c'est-à-dire qu'il l'empêche, il lui a empêché de continuer ses projets. Maintenant, un Joris qui tient encore, parce que parfois à 7 minutes on abandonne le jeu, c'est le problème du RVS, ça peut être des parties très rapides, ça peut être des parties longues. Donc clairement Diarouga a quand même un avantage certain, c'est sûr. On voit qu'il a beaucoup de mousquetaires. Et donc les Ulans, c'est-à-dire la cave de Joris, a beaucoup de mal contre les mousquetaires, parce que les Ulans sont vraiment une très bonne unité contre les strélés, mais alors juste pour préciser, ceux qui n'ont pas de... Encore une fois, on ne voit pas ce qui se passe chez l'adversaire. Donc quand il y a des raids de pions, quand il y a des attaques, on ne sait pas. C'est-à-dire que là, Diarouga n'a aucune idée de ce qui se passe chez Joris, et Joris n'a aucune idée de ce qui se passe chez Diarouga. Nous, on voit tout. Donc on se dit pourquoi un tel n'a pas fait ça, pourquoi un tel n'a pas fait ci. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier avec moi. On disait pourquoi j'ai pas attaqué à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas d'unité. Mais je ne savais pas qu'il n'avait pas d'unité. Donc là, on ne sait pas exactement. On peut se douter, mais on ne sait pas. Et ce qu'on peut voir, c'est que Diarouga a quand même placé sa casemate et son écurie au centre de la map. Donc c'est-à-dire qu'il peut attaquer beaucoup plus rapidement et qu'en plus qu'il contrôle le centre de la map. Ce qui est très important, le contrôle map dans ce genre de jeu. C'est ça.
Là pour l'instant nous avons un Allemand qui tente tant bien que mal de résister, qui a 8 arbalétriers pour se défendre contre une armée de mousquetaires qui lui arrive dessus. Bon, là on peut dire que la partie... Là je pense que ça risque d'être la dernière vague, hein, cette dernière assaut. Néanmoins, ce qui pourrait tenter Joris 4, c'est de passer très rapidement un H3 et tenter d'avoir des unités supérieures qui résistent. Le problème, c'est que là, il rentre tous ses pions dans le TC. Et là, malheureusement, c'est presque... il peut rien faire d'autre de toute façon, mais c'est un petit peu tragique, parce que si le TC est détruit, tous ses pions meurent, et là Joris 4 est fini. Alors, il a évacué ses arbas, mais c'est un peu tard. Joris qui a très peu d'unités actuellement. Et là, il y a Diarouga qui renvoie distribuer de l'autre côté. Voilà, donc Joris 4 a fait ce qu'il fallait faire. Passer l'âge 3. Malheureusement, c'est un peu tard. La game est pliée, mais il a fait ce qu'il fallait faire puisqu'il va pouvoir sortir quelques unités de la métro. Donc, passer l'âge 3, évidemment, l'âge des forteresses, donc sera des empires à 5 H, 5 H. Je pense que là, la grosse erreur de Joris, c'est de savoir que Diarouga en fait va le rusher très très vite, mais de ne pas jouer défensif. Il aurait pu envoyer la carte avec les 2 avant-postes à la limite, même si ça retarde son économie, et se baser un peu plus sur le mousquetaire et tout ça, ça n'aurait pas aidé. Alors là, il sort les 8 bellicistes et de la cave, mais encore une fois, malheureusement, Diarouga a très bien joué sa cave contre les mousquetaires n'aide pas, et là, Joris perd tous ses pions. Je pense que Diarouga, Armag, est en train de gagner cette finale. Voilà. Donc on peut quand même dire GG à Joris, parce que Joris... Est-ce qu'il a tenu les premières vagues? Oui, non seulement il a tenu, puis il a quand même affronté un des meilleurs joueurs possibles d'Age des Empires. Donc on va le féliciter pour ça. On va aussi féliciter leurs participants. On va féliciter aussi tous les participants, tous ceux qui ont participé à tous les matchs, et les remplaçants. Et bien sûr, Diarouga, donc on va aussi le remercier d'avoir participé, parce que c'est vrai que c'était pas, sa participation n'était pas obligatoire non plus. Donc il l'a fait vraiment dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt de faire découvrir du très haut niveau. C'est ça, le but en invitant Diarouga, c'était... Bon, c'est sûr, en invitant Diarouga, on savait que ça allait être déséquilibré, mais au moins, ça vous montre un petit peu que le jeu a du potentiel, qu'on peut vous rusher en 3 minutes chrono. Alors, est-ce qu'on peut voir... Ah, c'est dommage, on n'a pas le temps de voir les statistiques de la game. Alors, je vais juste les regarder un petit peu et je vais commenter même si on les a plus en visuel. Donc, apparemment, Diarouga se dit qu'une VO5, ça pourrait être très sympa. Voilà, on voit le plus de ressources avec Diarouga, largement en nourriture. Il a récolté le double de nourriture de Joris, le double de bois, presque le double d'or. Quitte la partie, ils vont faire en fait une BO5, donc ils vont faire une 3e partie. Le très bien, donc je vais venir voir. Les 3 parties dans les unités tuées, juste statistique. Diarouga a tué 37 unités, on a perdu 31, et Joris a quand même tué 30 unités de Diarouga. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les unités russes sont beaucoup plus faibles que les unités allemandes et beaucoup moins chères. Donc perdre une unité russe est bien moins embêtant que perdre une unité allemande. Exactement. Donc voilà, donc il arrive souvent, et même très très souvent, de gagner des games en ayant perdu beaucoup plus d'unités qu'en en ayant gagné, puisque les Russes forcément ont des unités beaucoup plus faibles, donc ils se sacrifient pour pouvoir gagner. Exactement, d'ailleurs le Strelé est un petit peu une unité qu'on appelle une unité de tampon, mais qui une fois améliorée commence à faire chier en fait. Le Strelé peut être très bon en défense en plus si on les recule, on les rapproche. En fait Diarouga veut vous montrer quand même les factions que l'on n'a pas encore jouées sur ce tournoi, donc il va vous montrer les Sioux. Les Sioux qui sont un petit peu l'antithèse